Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Vanessa Wickel-Delangre, directrice générale de la société Wickel, spécialiste des fournitures scolaires et de bureaux depuis 70 ans. Elle viendra notamment nous présenter sa nouvelle gamme de produits recyclables et Origine France garantie. Faut-il implanter des éoliennes en mer? Ce sera le thème de notre débat alors que les projets font souvent face à des oppositions locales comme celle des gardiens du large dans le Morbihan. Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. Vous découvrirez Ethic Hotel, c'est une plateforme collaborative qui veut faciliter l'accès au tourisme durable. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Vanessa Wickel-Delangre, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes donc la directrice générale de la société Wickel. Votre métier, c'est la production de fournitures de bureaux et de fournitures scolaires. Vous venez d'obtenir la certification Origine France garantie. Alors on va voir d'où ça vient. D'abord, où vous fabriquez vos produits? Alors nous fabriquons nos produits dans l'Aisne, dans le sud de la Picardie, entre Château-Thierry et Soissons. D'accord, avec plusieurs usines, c'est ça? Oui, on a 3 sites de production, mais qui sont les uns à côté des autres. Hein. Oui, alors là, quand on dit Origine France garantie, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui vous permet d'obtenir ce label? Alors, en fait, Origine France garantie garantit que la structure essentielle du produit soit français. Donc, ce qui veut dire la fabrication, mais aussi la matière et les composants du produit. Et ça permet quand même une traçabilité claire et objective pour les consommateurs. Alors, c'est une démarche que vous avez, je disais, entreprise familiale, vous venez de fêter vos 70 ans d'existence, donc c'est une démarche de longue durée ou c'est un engagement récent, ça? En fait, on a toujours essayé de valoriser la fabrication française, ça c'est dans notre ADN, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup communiquent autour de fabriquer français, mais il ne suffit pas de fabriquer français, enfin pour nous, il faut fabriquer en France, mais aussi que la matière soit française. Oui, parce que quand on a du Made in France, on sait tous maintenant que ça peut être simplement assemblé en France. Exactement. Donc, Origine France garantie, c'est un label, c'est une valorisation supplémentaire. Par exemple, les matières premières, d'où viennent vos matières premières? Alors, nos matières premières, nous sommes donc dans le sud de l'Aisne, qui aujourd'hui, ce sont les Hauts-de-France, et nos partenaires sont en Hauts-de-France. Donc, nos fabricants de matières plastiques, le polypropylène, sont dans les Hauts-de-France. D'accord. Donc, non seulement on est français, et en plus on est régional. Alors, vous venez de renommer votre gamme standard. De quel produit s'agit-il? Et puis alors, pourquoi ce changement de nom? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, en fait, tout est parti de notre démarche RSE. Dans notre démarche RSE, on a un axe environnemental, et dans cet axe, c'est la réduction de la consommation de CO2. Et donc, notre priorité, c'était réduire, trier ou revaloriser nos déchets. Et sur l'axe de la revalorisation des déchets, on s'est dit comment on peut revaloriser nos déchets. Aujourd'hui, on les vend, on ne sait pas où ça va, et on s'est dit, puisque nous, on utilise de la matière, on peut aussi utiliser du recyclage de nos propres matières. Et donc, on travaillait avec nos partenaires régionaux, et on s'est dit... reprenons nos déchets, nos propres déchets, pour refaire des produits. Donc, sont les chutes de... ce sont les chutes du polypropylène. Polypropylène, merci, ça ne me revenait plus. Voilà, ce sont les chutes de l'ensemble de nos gammes qui sont triées par couleur, qui sont ensuite envoyées chez un recycleur. Ces matières sont broyées, elles sont transformées en granules, puis de nouveau extrudées en forme de plaques. Et avec ces plaques, on retransforme les produits. On fait des chemises 3 rabats, des classeurs, voilà. Et ce cycle-là, vous pouvez le renouveler plusieurs fois Bien sûr. En fait, le polypropylène... Alors, cette matière est à 80% de recyclé, il faut être honnête, parce qu'il faut toujours un peu de matière vierge. Mais la particularité du polypropylène, c'est une matière qui se recycle... plusieurs fois, plus qu'une vingtaine de fois. Et puis, comme c'est mélangé avec le reste de nos chutes, qui elles sont vierges, on peut le refaire indéfiniment. D'accord. Donc, et ça a supposé une organisation, une modification de votre chaîne de fabrication, d'une certaine façon? Un petit peu. C'est-à-dire que de toute façon, on recyclait déjà nos déchets, mais la différence, c'est que là, il a fallu en fait les trier par couleur.
ce qu'on ne faisait pas, pour que derrière, en fait, notre partenaire puisse refaire des granules de couleur. Alors, il y a un petit peu de colorant, hein, bien sûr, qui est rajouté pour l'uniformisation de la couleur, mais oui, ça nous a obligé à un petit peu plus d'organisation, bien sûr. Alors, vous valorisez vos déchets d'une manière générale. J'ai été voir sur votre site et notamment vos engagements RSE. C'est vraiment matériau par matériau, filière par filière, c'est ça? Tout à fait. En fait, nous, notre idée, c'est d'essayer de faire du zéro déchet. Donc, l'ensemble de nos déchets sont en fait revalorisés. Alors, par exemple, la ferraille, on travaille un partenaire aussi local. Sur les masques, on travaille aussi avec un partenaire qui va les revaloriser. Et en fait, on s'attache à ce que tous nos déchets soient à un moment donné revalorisés. Alors, pas forcément par nous, mais au moins à un moment donné. Ça va jusqu'au néon, c'est ça? Oui, exactement. Les néons, les cartouches d'encre. Oui. Donc voilà, c'est dans les détails que se nichent les progrès. Cette politique RSE, elle passe aussi, alors ça c'est vrai pour toutes les entreprises, par la relation avec les sous-traitants. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous les avez questionnés? Est-ce que vous les choisissez aussi en fonction de leur politique RSE? Comment ça se passe? Alors, déjà, il faut expliquer que comme on a 70 ans d'existence, on a des partenaires, on est très fidèles. Donc, on a des partenaires de très, très longue date. Donc, c'est des choses qu'on a travaillées ensemble, en fait. Hein. Donc, nos grands fournisseurs, je parle en termes de volume et d'histoire, en fait, on a travaillé ensemble nos démarches RSE. Donc, on a discuté ensemble. Évidemment, on les rencontre régulièrement, hein. Donc, on va chez eux. Sauf que le curseur de l'exigence, il a quand même un peu changé depuis 5 ans. Donc, mais pour toutes les entreprises. Oui. Donc, eux-mêmes aussi sont dans cette démarche-là. Donc, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait un audit annuel de vérification. De la même façon que nos clients viennent nous auditer aussi. Hein. Donc, voilà. Alors justement, parlons de ceux qui utilisent vos produits, que ce soit des entreprises pour les fournitures de bureau ou alors les particuliers pour les fournitures scolaires. Le fait de renommer une gamme, d'afficher l'économie circulaire, le recyclage, c'est aussi un message que vous envoyez à vos clients? Oui, en fait, on n'a pas voulu faire une autre gamme. On a bien, en fait, ce qu'on a cherché au travers de ça, c'est au-delà de la valorisation de nos déchets, c'est de créer une gamme premier prix. Aujourd'hui, notre volonté, c'est que les gammes recyclées, qui sont souvent plus chères, hein, parce qu'en fait, l'économie est plus chère à fabriquer, enfin, tout est un peu plus cher, c'est de l'offrir au même prix. C'est pour ça qu'on a pris notre gamme premier prix pour offrir du recyclé à nos consommateurs au premier prix. C'était ça, en fait, l'idée. On aurait pu faire une xème gamme, 80% recyclée, en économie circulaire, mais non, on a voulu choisir notre gamme premier prix pour que le consommateur, et qu'on ne puisse pas dire c'est réservé à une élite, voilà. Donc c'est en ça qu'on a choisi notre première gamme dite standard, mais surtout premier prix. Alors, dans les engagements RSE de Vikel, j'ai vu aussi que vous aviez signé un partenariat avec l'association Wings of the Ocean. C'est quoi? De quoi s'agit-il? Alors, en fait, depuis des années, on fait des produits partage. En fait, on est une entreprise qui... Enfin, on essaye d'avoir un axe de responsabilité. On travaille depuis très longtemps avec des associations. Et on a lancé une gamme de gourdes. En fait, tout est parti de notre démarche RSE. On a offert des gourdes à l'ensemble des salariés pour éviter les bouteilles plastiques. Et on s'est dit, si nous, en tant qu'entreprise, on a besoin de ces gourdes, je pense que... Fabriquons-en et vendons-les. Voilà, donc on s'est mis là-dedans, on a essayé de travailler, on s'est dit sur quel matériel on allait travailler, soit le plastique, soit le verre, soit une bouteille isotherme. Et en fait, à force de réflexion, on a travaillé sur une bouteille isotherme, sauf que ces bouteilles-là ne peuvent pas être fabriquées en France. Et donc, du coup, on s'est dit, pour réduire du coup l'impact de cette importation de cette matière, on va agir d'une autre manière. Et donc, on a cherché une association qui travaillait. Alors, on a choisi cette association. Sa mission principale, c'est la dépollution des océans et surtout l'information auprès du grand public sur ces sujets. On est des plasturgistes. Pour nous, c'était intéressant. On était dans cette même démarche
démarche de réduction de nos déchets. Et donc, du coup, on a travaillé avec cette association. Dernier mot pour conclure cette interview sur l'innovation. Quelle est la part? Est-ce qu'on peut encore innover quand on fait un métier comme le vôtre? Bien, on essaye. En fait, on a commencé cette démarche innovation en 2017, toujours un petit peu dans cette souci de travailler de façon plus collaborative. Historiquement, toutes les innovations venaient du service marketing, voilà, dans un système très classique. Et là, on avait envie d'ouvrir... Vous êtes allé chercher une start-up, c'est ça? Alors, on a fait plein de choses. Ouais. On a déjà cherché des idées auprès des salariés qui ont ouvert énormément d'idées. Et puis, on est allé chercher des start-up. Donc, alors, il y a plusieurs dossiers. Et en particulier, on a rencontré une start-up qui s'appelle Genius Object. Grâce à un magazine, le journal du textile pour ne pas le nommer, et on a vu qu'ils travaillaient sur un zip en fait connecté. Et à partir de là, on a discuté avec eux et on s'est dit que nous, on utilisait des zips pour nos sacs à dos. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est né le e-zip. En fait, c'est un sac à dos connecté à une application développée par Genius Object qui permet de localiser en fait le sac et puis une forme d'antivol. Voilà. Et avec lequel vous avez reçu un trophée de l'innovation en 2019. Merci beaucoup. Merci Vanessa Wickel de Langra, bientôt sur Bismart. Tout de suite, on fait un zoom, on débat autour des éoliennes en mer. Où et comment implanter des éoliennes en mer? Cette énergie renouvelable peut-elle se développer face à des riverains qui sont souvent hostiles? On en débat tout de suite avec Michel Giora. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général de France Énergie Éolienne, association qui regroupe plus de 300 professionnels de cette filière. Et puis avec nous en visioconférence, Sophie France, fondatrice des Gardiens du Large, qui regroupe 3 associations mobilisées contre un projet de parc éolien dans le Morbihan. Bonjour Sophie France, est-ce que vous m'entendez bien? On va commencer par un petit test. Bon, super. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous reprochez à ce projet de parc éolien? C'est très très simple. Moi, déjà, je vais tout de suite vous expliquer une chose très simple que tous les décideurs doivent comprendre, mais rapidement. Les citoyens de cette terre sont très mal associés aux décisions. Et là, c'est vraiment le débat qu'il y a eu en plein confinement est absolument un véritable scandale. C'est un faux débat. Nous, d'ailleurs, Gardiens du Large, on a fait une analyse qu'on a publiée dernièrement, justement pour analyser le nombre de personnes en réalité qui avaient participé à ce débat, c'est-à-dire très peu de personnes. Et ce que je reproche, particulièrement dans le Morbihan, ça va saccager des paysages absolument extraordinaires. Donc ça déjà, voilà. Mais bon, on pourrait se dire, ça saccage, c'est utile. Mais la rentabilité des éoliennes, franchement, elle est pas au top. Alors, moi, je vais donner la parole. Je vous interromps 2 secondes. Je vous redonnerai la parole évidemment tout à l'heure, parce qu'il y a déjà 2 thèmes que vous lancez qui sont très intéressants. Il y en a même 3. Et je voudrais entendre Michel Giora. Il y a la question du nombre de personnes qui ont été consultées, etc. Il y a eu 5 mois de consultation avec cette commission particulière du débat public qui est présidée par Chantal Joanneau. Mais je voudrais vous entendre sur la question de la rentabilité. Oui. Est-ce que oui ou non? Parce qu'effectivement, ça c'est l'argument massif. Est-ce que c'est rentable d'installer des éoliennes en mer et notamment à cet endroit-là? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que le prix des énergies éoliennes, enfin le prix de l'électricité éolienne produite à partir d'énergie en mer baisse d'année en année. Pour vous donner quelques exemples, les appels d'offres, donc quand on lance des appels d'offres pour sélectionner des projets, le dernier qui a été sélectionné à Dunkerque est à 44 € du mégawattheure. 44 € du mégawattheure. C'est 15 € de moins que l'électricité aujourd'hui produite par le parc nucléaire existant qui est à 62,6
euros du mégawattheure, et c'est quasiment 3 fois moins que le projet Hinkley Point, qui est un projet connu en Angleterre, hein, qui est le projet de réacteur nucléaire, qui est à 110 euros. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la filière a fait de très gros progrès pour baisser les coûts. Ça, c'est à Dunkerque, c'est ça? Ça, c'est à Dunkerque. À Dunkerque. Alors celui du Morbihan, est-ce que, je ne sais pas si vous avez, vous, les chiffres sur la rentabilité de ce projet? Alors, celui du Morbihan, c'est ce qu'on appelle un démonstrateur, c'est-à-dire qu'on va expérimenter une technologie, puisque en fait, on va être sur un parc qui n'est pas un parc posé en mer, mais qui est un parc qui va flotter. Donc là, on est encore sur des technologies qui sont émergentes. C'est un statut de démonstrateur. C'est d'ailleurs pour ça que l'État soutient ce projet-là, pour expérimenter et du coup voir ce qui est rentable ou pas, pour derrière lancer des appels d'offres. Effectivement, les maîtres d'ouvrage, ce sont l'État et Réseau Transport Électricité. Sophie France, vous contestez cette rentabilité et donc vous ne voulez pas servir de cobaye en quelque sorte, si je vous comprends bien? Oui, mais alors attendez, en 2017, on nous a présenté un projet avec Eolfi, avec 3 éoliennes de 160 mètres de haut, qui devaient être expérimentales. Le 20 juillet, notre maire, Dominique Yvon, va à une réunion où on lui annonce qu'il y aurait 40 et 20 éoliennes en plus, et qu'il n'y aura pas de retour d'expérience, puisqu'on n'attend pas que Eolfi fasse ces 3 éoliennes qui ne font que 160 mètres de haut pour tout de suite en mettre d'autres qui font 260 mètres de haut. Hein, bon, pourquoi pas 330, 350, enfin, ça s'arrêtera où? Attendons que Eolfi fasse la preuve que ça peut être intéressant. Regardons les dégâts. Parce que, vous savez, dans cette surenchère qu'on a sur Terre, de faire toujours plus haut, toujours plus fort, où est-ce qu'on parle d'une autonomie énergétique personnelle? C'est-à-dire, vous savez, si on met la 5G, si on met des trucs électriques partout, mais de l'électricité, il nous en faudra combien? Oui, mais le problème, c'est que nous, on sert d'expérimentateurs. Oui, je vous interromps parce que je voudrais qu'on reste vraiment... on ne va pas lancer un débat sur l'électrification de la société française. On l'a fait déjà ici dans cette émission. Il est passionnant. Mais là, je voudrais vraiment qu'on reste sur la question de l'éolien en mer. Vous dites que ça saccage le paysage, Sophie France. En quelques mots, pourquoi ça saccage le paysage? Mais on va les voir de partout. 260 mètres de haut. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte. D'ailleurs, nous, dans notre analyse du débat public, on a démontré que la société Geophom, qui fait des montages photos et qui ne travaille d'ailleurs que pour le débat public, c'est un peu bizarre, a fait des montages qui ne sont pas justes. On va les voir de partout. Alors, et la faune et la flore et les pêcheurs, ouais, on leur a dit... La réponse de Michel Giora là-dessus, sur le paysage, alors, on va les voir de partout. Il doit être situé où, ce parc éolien? D'abord, dans tous les projets de développement des énergies, de l'énergie éolienne en mer, il y a systématiquement ce qu'on appelle des études d'impact. Dans cette étude d'impact, on va regarder à la fois les effets visuels sur le paysage, sur la faune, sur la flore, etc. Donc tout ça est intégré dans les différentes études. Aujourd'hui, dans le cas qui nous concerne, on aurait un parc, donc sous la forme d'un démonstrateur, qui serait à 19 km de Belle-Île et 14 km de la presqu'île de Groix, ou de l'île de Groix. Rendons-nous compte, faisons l'expérience, mettons-nous au pied d'un château d'eau, par exemple en France il y a 16 000 châteaux d'eau, parcourons 19 km ou 14 km en voiture ou en vélo, et puis regardons ce que l'on voit. Tout le monde peut s'imaginer qu'en fait, on ne va pas voir grand-chose. Donc, en termes mais là, vous parlez des 3 éoliennes qui vont servir de test. Vous parlez du parc éolien. Parce que ce que dit Sophie France, c'est attention, il y a déjà un projet de parc éolien avec 40 plus 20. Alors, attention, il y a 2 choses qui sont différentes. Il y a le projet de démonstrateur, donc, dont on parle aujourd'hui, et ensuite, il y a, comme sur d'autres filières, l'idée de lancer ce qu'on appelle un appel d'offres d'éolien flottant, qui sera lancé au cours de l'année 2021, tel qu'il est programmé aujourd'hui, voire peut-être un peu plus tard, puisqu'on a quelques études qui manquent encore. Et l'idée, du coup, c'est de voir où est-ce qu'on pourrait implanter ces futures éoliennes. Et là, on n'est pas à 19 km de Belle-Île et à 14 km de Groix. Alors, on ne sait pas où ça sera encore exactement, mais dans tous les cas, on est souvent, quasi systématiquement, loin des côtes. C'est l'intérêt du flottant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être... sur les fondations, de se poser sur le sol, donc on peut aller très loin. C'est le gros avantage. Sophie France, qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour contrer ce projet?
Déjà, on a énormément de gens qui rejoignent la fédération, donc on ne va plus être que 3 associations. Hein. Donc nous, on est fondateurs, mais beaucoup de gens sont en train de nous rejoindre. On va faire des actions. On est en train de les organiser. Je ne vous dis pas quoi parce que vous verrez bien. Mais de toute façon, nous, on est très en colère parce que tel que c'est présenté, comment voulez-vous qu'on ait des études d'impact alors qu'on n'a même pas fait l'expérience d'Eolfi? Vous m'expliquez? Ce n'est pas possible. Vous lancez ça à marche forcée parce que c'est une volonté gouvernementale très forte, on est d'accord. Mais les études d'impact, on doit les avoir après avoir expérimenté les 3 premières éoliennes. Il me semble que c'est délirant. On dit que c'est tout à fait novateur. Comment voulez-vous avoir des études d'impact? Alors on lance tout, tac, 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 allez, hop, hop, hop. Merci beaucoup. Là-dedans, il fait quoi? Merci de votre témoignage. Je voudrais conclure peut-être en généralisant, Michel Girard, parce que c'est ce que les anglo-saxons appellent le syndrome NIMBY, not in my backyard. Je suis d'accord sur le principe, mais pas près de chez moi. Et ça, c'est quand même un frein au développement de l'éolien en France. Alors, c'est un frein au développement de tous les projets, en fait, puisque quand on regarde un projet de méthanisation, un projet de parc photovoltaïque, un projet d'éolienne, un projet d'incinérateur, un projet de contournement autoroutier, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Moi, je pense qu'il est extrêmement important d'avoir à l'esprit qu'en fait, notamment sur les questions de transition écologique, les questions de transition écologique poussent à développer de nouveaux équipements, de nouvelles infrastructures, et il faut que le débat soit apaisé. On est dans un pays qui a un cadre réglementaire, et notamment on regarde par rapport à aux autres pays européens, on se rend compte qu'on met beaucoup plus de temps sur les phases d'études et de débat. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on intègre ces résultats dans les projets, et je pense qu'il faut le faire savoir, et du coup, quand on arrive à un consensus, ensuite pouvoir développer sereinement les projets. Mais le consensus est difficile à trouver. Démonstration avec ce qui se passe en ce moment dans le Morbihan. Merci à tous les deux. Merci Sophie France d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Bismart. Tout de suite, je vous propose de découvrir une start-up, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Et notre bonne idée du jour est signée Anne Chénet. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de me recevoir. Vous êtes la fondatrice d'Ethic Hotel. Quand et pourquoi vous l'avez créée? Je l'ai créée il y a 1 an tout juste, la semaine dernière, parce qu'on a entamé une démarche éco-responsable au quotidien avec mon conjoint. Et on est aussi de grands voyageurs. Et du coup, on se trouvait que c'était normal de l'appliquer à nos vacances, parce que pourquoi faire chez les autres ce qu'on ne fait pas chez soi? Oui, voilà, et c'est vrai que ça peut parfois sembler contradictoire, c'est-à-dire que voyager tout en respectant la planète, tout en respectant un certain nombre de principes éco-responsables, c'est pas si simple. Non, c'est pas simple, mais le voyage, c'est aussi au bout de la rue, au bout du monde, on peut voyager partout. C'est aussi l'esprit du site, c'est qu'on a des établissements qui sont partout dans le monde, et il faut effectivement limiter notre impact, en fait, le maîtriser et le contrôler pour que Alors, c'est une plateforme collaborative, c'est ça? Donc ça veut dire quoi? Comment fonctionne cette plateforme Ethic Hotel? Alors en fait, c'est un annuaire où on met en relation des voyageurs qui veulent voyager de manière responsable, on les appelle les explorateurs, et des professionnels du tourisme durable, donc c'est des hébergements et des agences réceptives locales. Et il y a 3 sources en fait dans lesquelles je trouve les adresses, donc il y a celles que j'ai pu tester, il y a celles que je trouve sur Internet, et aussi les retours qu'on me fait, donc c'est des explorateurs qui en ont déjà testé et qui me remontent pour faire bénéficier la communauté. D'autres des établissements qui me proposent leurs confrères aussi. Voilà, donc tout ça, je suis preneuse d'adresses pour enrichir cette base. Plus on aura une base large, plus les voyageurs auront accès au tourisme durable plus facilement. Et alors, vous, parce que je comprends bien le retour d'expérience des explorateurs, comme vous dites, mais vous, vos critères, quels sont vos critères en fait? Alors, on a mis en avant 8 critères qui sont des critères simples, un peu des choses qu'on peut faire au quotidien pour que ça soit facilement identifiable, facilement compréhensible et qu'on puisse se reconnaître dans ces critères. Donc c'est par exemple pouvoir remplir sa gourde pour éviter les bouteilles d'eau en plastique, qu'il y a un potager pour alimenter tout ou partie du restaurant, 0 plastique à usage unique, énergie renouvelable, pas faire le ménage tous les jours, pas changer les draps tous les jours, et que les employés fassent partie intégrante de la population locale.
enfin, habitent autour de l'établissement. D'accord. Alors par exemple les circuits courts, c'est intéressant parce que tous les hôtels ou restaurants, il y a des restaurants aussi dans le site. Non, c'est que vraiment ça s'appelle Ethic Hotel, c'est vraiment que des hôtels. Parce que tous les hôtels n'ont pas forcément un potager. Donc, non, en fait il faut respecter au moins 3 de ces critères pour figurer sur le site, mais on met en avant lesquels ils font, et il y en a plein qui font plus que 3, la majorité fait plus que 3. Ouais. Est-ce que finalement, quand vous avez initié cette démarche, vous disiez il n'y a pas tant d'hôtels que ça qui respectent 3 ou 4 des critères éco-responsables, et est-ce qu'en un an, vous voyez cette proportion augmenter? Oui, alors je ne sais pas s'il y en a plus, ou c'est parce que du coup je me renseigne plus, c'est parce que je cherche plus, mais effectivement au début je me suis dit, ah là là, ça va être dur, et en fait finalement là j'en ai 283. Donc on est présent dans 55 pays, il y en a 80 en France, il y en a 61 dans le reste de l'Europe, donc ça fait presque 140 dans le reste du monde, donc en un an d'existence c'est déjà pas mal, et j'en ai encore reçu ce matin des gens qui me proposaient un nouvel hébergement. Donc, Alors lancer un site comme le vôtre en année Covid, vous me voyez venir, forcément c'est compliqué. Alors on va évoquer ça d'abord, et puis ensuite la mutation du secteur, parce que c'est aussi ce que provoque cette pandémie. D'abord, comment on peut lancer une activité comme la vôtre dans un contexte comme celui-là? Alors déjà, je l'ai lancé juste avant, le 4 mars, donc je me disais encore que ça n'allait pas durer très longtemps. Et puis en fait, pendant 9 mois, je l'ai fait en parallèle de mon travail. Donc j'avais un travail à plein temps, et je faisais Ethic Hotel le week-end et la semaine. J'ai eu un changement dans ma vie professionnelle en fin d'année, et en parallèle j'ai eu la chance d'être sélectionnée par HEC pour intégrer la promo Challenge Plus avec Ethic Hotel. Je me suis dit que les planètes étaient alignées, c'était le moment ou jamais d'essayer de mener à bien ce projet qui m'a occupé quand même tout le confinement. Et du coup je me dis aussi que il y avait avant déjà des études très importantes qui montraient que les gens voulaient s'orienter vers un tourisme plus responsable. C'est un mouvement de consommateurs, une lame de fond, ça c'est sûr. Et donc là, la situation qu'on vit actuellement, il y a encore plus de gens qui veulent voyager de manière responsable. Et aujourd'hui, le tourisme est à l'arrêt. Je pense que pour moi, c'est c'est maintenant qu'il faut se réinventer, c'est maintenant qu'il faut penser à un tourisme autrement. Et donc l'idée c'est d'être prêt quand on va repartir, donc cet été ou à l'automne, et que du coup proposer cette gamme d'établissements larges qui répondent à tous les budgets, à toutes les envies. Enfin, l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse voyager de manière responsable et qu'on puisse changer notre manière de voyager à partir de 2021, ça soit l'année du changement. Espérons-le. Vous voyez des frémissements là en ce moment, parce que vous êtes une vigie aussi de l'état d'esprit des Français, c'est-à-dire que des gens qui commencent à se renseigner pour cet été, ou alors finalement, les consommateurs attendent encore. Aujourd'hui, ils attendent encore. Enfin, de ce que je vois, ils attendent. Et c'est plutôt du vraiment last minute, on va dire. Je le vois à titre personnel, on attend un peu. Mais par contre, on sent quand même que les gens se renseignent plus sur le tourisme durable. J'ai une communauté Instagram qui est assez active et les gens sont de plus en plus nombreux. Donc, aujourd'hui, c'est encore du last minute, mais je pense que pour les prochaines vacances, quand on y verra plus clair, il va y avoir un changement. Enfin, je pense un changement important. Merci beaucoup, merci Anne Chénet. Bon vent à Ethic Hotel. Voilà, merci de m'avoir reçu. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur bismart.fr. Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut à toutes et à tous.